Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts, aujourd'hui consacrée à la migraine et sa prise en charge. Cette maladie neurologique est très handicapante en raison des manifestations qu'elle engendre et qui ont un impact sur la vie de tous les jours. Elle nécessite donc une prise en charge rapide et efficace afin d'en minimiser les conséquences. Alors, pour répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux avec le hashtag QAE, nous recevons le docteur Caroline Ross, neurologue à l'AP-HP au CHU Lariboisière, spécialiste de la migraine et également secrétaire générale de la Société française d'études des migraines et céphalées. Bonjour, docteur Ross. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qu'est la migraine et quels en sont les symptômes ? Donc, la migraine se définit par un type de céphalée. Céphalée, c'est le nom médical pour parler d'un mal de tête. Et donc, la migraine a des caractéristiques déjà d'intensité puisqu'elle est modérée à sévère. Elle est souvent unilatérale, elle peut pulser et elle peut être aggravée par l'activité physique. Une crise de migraine va s'installer entre 4 et 72 heures et disparaître comme elle est venue. On a des migraines donc qui se manifestent parce que je viens de citer uniquement la douleur et d'autres crises de migraine qui peuvent être associées à ce qu'on appelle une aura. Donc une aura, c'est une manifestation neurologique qui va être soit visuelle, sensitive, phasique, parfois motrice et qui va s'installer progressivement sur 4 minutes pour se prolonger maximum 1 heure et être associée donc à ce moment-là à cette céphalée migraineuse. Donc, quand on a une crise, on va prendre un traitement pour essayer d'apaiser, mais finalement, ce traitement, il se prend à quel moment et il est réservé à qui ? Alors, on parle à ce moment-là donc de traitement de crise et on a des recommandations de prescription, les recommandations de la FMC qui ont été revues en 2021 pour définir qui doit prendre un traitement de crise, mais toutefois, tout migraineux doit bien se soulager. On ne demande pas aux patients qu'ils restent sans soulagement. Donc, ce traitement de crise, on le prend dès le début de la douleur pour calmer cette crise de migraine. Alors, justement, pour calmer la crise, quels sont ces médicaments ? On recommande les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Cette famille de médicaments qui, pour certains, peuvent être en accès libre en officine et qui sont reconnus comme étant efficaces pour soulager une crise de migraine. Sinon, on va avoir des traitements plus spécifiques tels que les triptans. Donc les triptans qui sont des agonistes sérotoninergiques qui ciblent les récepteurs de la sérotonine. Et ces médicaments, il en existe 7 molécules qui sont vraiment des médicaments spécifiques pour la crise de migraine. À côté de ça, les autres molécules ne sont pas recommandées dans la prise en charge du traitement en tant que traitement de crise. Notamment, on demande aux patients de ne pas prendre d'opiacés parce qu'ils risquent de faire une surconsommation médicamenteuse qui peut conduire à chroniciser finalement leur migraine, donc à faire plus de mal que de bien. Donc, tous les dérivés opiacés, morphiniques ne sont pas recommandés. Le paracétamol, chez des migraineux qui ont des crises de faible intensité, même si normalement on dit que c'est modéré, mais certaines crises pas très fortes peuvent être traitées avec le paracétamol. Toutefois, de la même façon, on demande aux patients d'être vigilants, de ne pas surconsommer le paracétamol. Ces traitements, à quel moment on va pouvoir se dire c'est bon, c'est efficace et j'ai pas besoin de reprendre autre chose ? Alors, on utilise une échelle qui s'appelle la mTOC, mais qui est une échelle qui nous permet de dire, voilà, le traitement que j'ai proposé au patient fonctionne. Il faut tout d'abord que le patient soit totalement soulagé après 2 heures. C'est un critère strict, et qu'il soit en mesure donc de reprendre ses activités, qu'il se sente confortable avec ce traitement, c'est-à-dire qu'il se dit, tiens, je vais m'exposer à un facteur qui en temps normal risque de me déclencher
déclencher une crise de migraine, mais je sais que j'ai sur moi une molécule et que je peux quand même décider de sortir avec mes amis, de me coucher un petit peu plus tard sans crainte. Et puis bien sûr que ce traitement soit bien toléré, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. Donc tous ces critères nous permettent, on demande aux patients de répondre aux différentes questions et nous permettent de dire ce traitement a été efficace, je peux le reconduire et le patient peut continuer à le prendre. Quand les crises se répètent comme ça, il y a évidemment d'autres traitements qu'on va prendre, mais ces traitements, donc qu'on dit de fond, c'est destiné à qui? Ça se prend comment? Alors, en effet, à partir du moment où les crises sont trop fréquentes, on juge nécessaire l'instauration d'un traitement de fond. Ce traitement de fond, ça s'adresse de façon incontournable aux patients qui vont avoir plus de 8 jours par mois de crise. Et puis, on considère qu'à partir de 4 jours par mois, on peut le proposer. Toutefois, c'est à voir avec chaque patient au cas par cas, parce que c'est une certaine contrainte, puisque c'est un traitement qu'on va devoir prendre tous les jours. Donc, en moyenne, 20 à 25% des patients nécessitent l'instauration d'un traitement de fond. Alors, ce traitement, justement, à prendre tous les jours, c'est un traitement à vie ou ça peut s'arrêter à un moment ? Non, ça peut heureusement s'arrêter. Comme je l'explique, la migraine va évoluer au cours du temps et elle va fluctuer à la fois en intensité et en fréquence du fait de différents événements de la vie, modifiables ou non. Et ce traitement de fond, il est prescrit au moins pour 1 an et puis on réévalue avec le patient la nécessité de le prolonger en fonction de l'évolution de la fréquence de ces crises. Et qu'est-ce qui est préconisé comme type de médicament par les recommandations ? Alors, ce qu'on appelle en première ligne, on a des traitements qui sont les bêta-bloquants, qui sont des traitements qui étaient initialement donnés dans des indications cardiologiques. On a un autre médicament qui est l'amitriptyline, qui fait partie des médicaments qu'on dit les antidépresseurs tricycliques. Mais quand nous, en neurologie, dans l'indication migraine, on ne donne pas aux mêmes posologies qu'ils seraient donnés pour la dépression. Et on a une troisième molécule qui est le candesartan, qui est un médicament aussi donné en cardiologie pour traiter l'hypertension artérielle. Alors, par rapport à tous ces traitements, est-ce qu'il y a des profils particuliers, des personnes auxquelles il faut faire attention? On ne peut pas tout donner à tout le monde? Tout à fait. Donc les bêta-bloquants, il va bien sûr falloir s'assurer, tout comme le candesartan, que la personne n'a pas une tension artérielle trop basse. Pour les bêta-bloquants, une fréquence artérielle trop basse. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués chez les patients asthmatiques. Pour les traitements comme l'amitriptyline et posologie qu'on donne, il y a peu de contre-indications. Toutefois, on a des contre-indications qui concernent les risques de glaucome, notamment avec une contre-indication ophtalmologique. Et là encore, comment on voit que c'est efficace? Et si ce n'est pas efficace, quels autres traitements existent-ils? Alors avant tout, il faut que le patient complète son agenda. Donc ça, c'est l'outil au cours de la consultation, que le patient ait un agenda de crise sur lequel il va inscrire tous les jours où il a les migraines. Et donc, on va pouvoir comparer avant, après, et on va voir à ce moment-là si notre traitement de fond est efficace après 3 mois. On ne peut pas trop évaluer avant parce qu'il peut y avoir des fluctuations qui ne sont pas forcément en lien avec avec le traitement. Et après ces 3 mois, si on juge que la fréquence des crises est identique, il faudra proposer un autre traitement de fond au patient, ou parfois c'est pas qu'il n'est pas efficace, mais c'est qu'il n'est pas toléré, et dans ces cas-là, c'est une autre indication à arrêter le traitement de fond prescrit en première ligne. Et ce type de traitement, c'est prescrit par qui? Par le médecin généraliste, par le spécialiste? Alors, les traitements qu'on propose en première ligne seront prescrits par le médecin généraliste
pour la plupart. En effet, il faut quand même savoir que la migraine doit être prise en charge par un médecin généraliste compte tenu que cette fréquence élevée, ça ne peut pas être les spécialistes qui la prennent en charge en première ligne. Donc le traitement de crise et le premier traitement de fond est proposé par le médecin généraliste. Puis en cas d'échec, c'est à ce moment-là qu'on va référer à un spécialiste qui va être soit un neurologue, soit un algologue qui a des compétences dans les prises en charge de migraine ou des centres de la douleur. Et ces traitements, ils sont pris comment? Par voie orale uniquement ou il y a d'autres voies possibles? Donc les traitements que j'ai cités, les 3 molécules, sont des traitements qui sont pris par voie orale, mais nous avons des nouvelles molécules qui, elles, sont des prescriptions bien spécifiques, effectivement réservées dans ce cas-là à des prescriptions par des neurologues, qui sont par voie sous-cutanée. Il s'agit des anticorps anti-CGRP. Et ces anticorps anti-CGRP, il en existe donc 3 molécules par voie sous-cutanée et un leptimuzumab par voie intraveineuse, les 3 autres étant l'érinumab, le frémanezumab et le cacanezumab. D'accord. Et globalement, tous ces traitements, ils sont bien supportés? Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires? Alors sur ces nouvelles molécules, en effet, il y a beaucoup moins d'effets secondaires que les molécules qu'on prescrivait par le passé, qui avaient notamment des contre-indications chez la femme en âge de procréer et qui posaient problème avec certaines molécules, pratiquement toutes, en dehors de l'amitriptyline, ne pouvaient pas être conduites au cours de la grossesse. Comme je l'ai dit, la migraine a souvent des femmes jeunes en âge de procréer. Les anticorps ne peuvent pas non plus être conduits au niveau de la grossesse et sont contre-indiqués chez les profils de patients cardiovasculaires, mais ont l'avantage d'avoir très peu d'effets secondaires et les patients vont pouvoir poursuivre leur traitement sur le long cours sans risque des problématiques qu'on peut voir parfois avec l'amitriptyline, la prise de poids, comme je disais avec les bêta-bloquants à l'effort, ils peuvent être gênés. Donc ça, c'est sûr que ces molécules n'ont pas ce type d'effet secondaire qu'on avait avec les molécules Peros. D'accord. Vous avez un peu évoqué certaines contre-indications. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, dans les anticorps anti-CGRP, on a donc tous les patients qui ont des profils vasculaires, des antécédents d'AVC, des antécédents d'artériopathie oblitéraire des membres inférieurs, et des coronaropathies. Et puis, les traitements ne doivent pas être pris au cours de la grossesse. Donc, c'est une contre-indication formelle. Donc, il faut bien informer les patientes quand on leur prescrit qu'elles devront prévenir leur médecin et qu'il faudra que ce soit arrêté avant la conception. Et un élément important aussi, surtout pour les patients migraineux, est-ce que tout ça, c'est remboursé? Alors, ça c'est... Non, malheureusement, en effet, les anticorps anti-CGRP, il y a donc, comme je l'expliquais, 4 molécules, une qui n'a pas été poursuite de développement en France, qui est l'érinumab, les 2 traitements sous-cutanés qui sont le frémanezumab et le calcanezumab, qui sont accessibles en officine de ville chez des patients souffrant de plus de 8 jours par mois de crise de migraine en échec à 2 traitements prophylactiques sur prescription par un neurologue, mais à la charge du patient, et l'leptimuzumab qui va avoir une particularité d'être en dispensation par voie intraveineuse uniquement à l'hôpital, sur donc des prescriptions par des neurologues sur des patients qui seront en échec à cette fois-ci à plus de 3 lignes de médicaments compte tenu des difficultés d'accès que pourra représenter ce traitement. Et en dehors de tous ces traitements que vous nous avez cités, est-ce qu'il en existe d'autres? Alors, nous avons un traitement qui est la toxine botulininique qui a démontré son efficacité dans l'indication, cette fois, de migraine chronique. La migraine chronique, plus de 15 jours par mois de céphalée, dont 8 jours de céphalie migraineuse, selon un protocole bien défini qu'on appelle le protocole PREEMPT. Il s'agit de 31 sites d'injection qui sont réalisés sur des points définis à la fois devant et sur le scalp, qui vont être réalisés tous les 3 mois, et ça, c'est réalisé dans des centres experts, à l'hôpital ou certaines cliniques.
Est-ce qu'on a aussi d'autres solutions que les médicaments, d'autres traitements non pharmacologiques qui pourraient aider les patients migraineux? Alors, il faut toujours en effet proposer aux patients d'avoir en parallèle des prises en charge non médicamenteuses, que ce soit des prises en charge telles que l'acupuncture, du biofeedback, des soutiens psychologiques, de la thérapie comportementale. Pourquoi? Parce que parfois il y a une telle appréhension des crises avec une anxiété anticipatoire que ça peut aider les patients aussi dans ces cas-là. Et puis on a des développements qui sont en train d'arriver concernant la neuromodulation, à la fois ce qu'on appelle le TENS avec des appareils qu'on met sur le front en traitement de front, le REN qui est un autre appareil. Bon, tout ça c'est pas encore, tout n'est pas accessible aux patients, mais il y a du développement sur les approches effectivement non médicamenteuses et aussi tout ce qui est vitamines et magnésium qui ont quand même démontré une certaine efficacité. Alors vous nous avez indiqué que le médecin généraliste peut être en première ligne, notamment pour la prescription des médicaments, et que le neurologue pourra être vu dans un second temps. Mais finalement, qui assure le suivi? Est-ce que le médecin généraliste peut le faire? Est-ce que c'est là encore le spécialiste qui va assurer le suivi? Alors, il peut y avoir un suivi avec le spécialiste qui s'espace, qui peut être un suivi annuel. Et entre ces consultations, le médecin généraliste peut tout à fait prendre le relais, reconduire les prescriptions. C'est peu de prescriptions qui ne peuvent pas être conduites par le médecin, en dehors bien entendu de molécules qui désormais vont être moins prescrites comme le topiramate, dont je n'ai pas cité parce que bon, il y a des restrictions importantes. Mais sinon, le médecin généraliste, c'est vraiment, je pense, la clé de voûte de la prise en charge du patient migraineux et qui contactera, si nécessaire, le neurologue si à un moment donné, il voit que ça devient compliqué et qu'il souhaite que le patient soit revu plus rapidement par son spécialiste. Très bien. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Oui, je pense qu'il faut qu'ils ne vivent pas la migraine comme une fatalité. Il y a énormément d'innovations thérapeutiques qui arrivent, qui certes sont pas malheureusement encore remboursées, mais les choses avancent et il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les années à venir pour que le patient migraineux puisse avoir une qualité de vie qui s'améliore. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Donc merci beaucoup Caroline Ross d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir sur notre site Pourquoi Docteur ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt pour un autre Question aux experts avec Pourquoi Docteur.